Je fouille à Pachacamac 2 mois par an. Et il me faudrait plusieurs vies pour venir à bout de ce site qui s'étend dans le désert sur près de 600 hectares. Grâce au récit des conquistadors, on sait qu'il accueillait un pèlerinage durant la période Inca, au XVe et XVIe siècle. Mais un pèlerinage pour qui? Pourquoi? Ce sont ces questions qui m'ont poussé à enquêter ici. Une cinquantaine de personnes fouillent avec moi 8 heures par jour, dans des conditions parfois difficiles. Mais nous sommes souvent récompensés. Ah, el rincón de los felices. A ver, ¿cómo es? Ahí está. Sí, aquí está. Tú tienes algo que se... Dale, mira. Estamos con eso. A ver. Póngalo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ahí está. Hay algo, sí. Por cierto. ¿Hasta dónde? ¿Más o menos este? Así, más o menos. Wow. No, eso no es casualidad nada. Tenemos buena promesa, parece, ¿no? Nous venons de repérer une tombe. Elle renferme probablement une momie. Découverte en cours à Pachacamac où on a cette chance incroyable de pouvoir littéralement toucher le passé du doigt. Ici, les conditions de conservation sont exceptionnelles, on est en plein désert, il fait extrêmement chaud, je crois que ça sent beaucoup de poussière, mais ces conditions ont permis des découvertes fabuleuses. Découvrir une momie est toujours un moment d'émotion. Pourtant, j'en ai pour ma part mis au jour plus de 300. On estime qu'il y en avait au moins 80 000 dans ce site sacré. Cette concentration étonnante de tombes confirme que ce site attirait une population considérable. Selon les récits des conquistadors, se tenait ici l'un des principaux pèlerinages incas. Il était dédié au dieu Pachacamac, qui a donné son nom au site. Durant des centaines d'années, ce site a été extrêmement important d'un point de vue religieux. Les pèlerins à l'époque inca, ils venaient en très très grand nombre. Pachacamac signifie littéralement, en quechua, celui qui anime le monde, celui qui insuffle de la vie dans l'univers. On pourrait traduire par le créateur du monde. Il n'est pas seulement le créateur du monde, il est aussi maître des tremblements de terre, il est aussi dieu de la mort, dieu des maladies, dieu de la fertilité. Il combine en quelque sorte dans sa personne, si je puis dire, toute une série d'attributs qui font qu'un culte très important lui était rendu à l'époque inca. Si l'existence de ce pèlerinage à la période Inca est attestée par les textes coloniaux, en fouillant les édifices monumentaux, comme le Temple du Soleil, les multiples temples secondaires, ou encore les pyramides à rampe, il y en a 16 dans l'ensemble du site, mes prédécesseurs et moi-même avons découvert qu'en réalité, Pachacamac était un lieu de pèlerinage bien avant le règne des Incas. Au musée du site sont conservés les objets qui ont été mis au jour. Notamment ces céramiques, caractéristiques de la civilisation Lima. C'est elle qui, dès le 5e siècle, a fondé la cité sacrée de Pachacamac. Les Wari, dont j'ai retrouvé ce bol typique sur le site, leur ont succédé. Puis les Ishma, qui enterraient leurs défunts avec ces fausses têtes. Et enfin, les célèbres Incas, à partir du XVe siècle. Grâce à ces vestiges et à diverses techniques de datation, nous sommes en mesure d'affirmer que c'est à l'époque des Incas, justement, que Pachacamac a connu son apogée. Et nous pouvons aujourd'hui proposer une hypothèse de restitution du site. Pachacamac était divisé en 3 enceintes. L'enceinte la plus extérieure constituait ce qu'on pourrait appeler les faubourgs. La deuxième comprenait les pyramides à rampe, héritées des Ishma. Et enfin, l'enceinte sacrée, où se situent les principaux temples, avec au sommet l'imposant Temple du Soleil, édifié par les Incas.
C'est à proximité que je fouille et que se trouve la majorité des sépultures. Elles contiennent des informations essentielles sur ces pèlerins incas. Hey, we found the lair. Look, there's the floor. Bloody hell. It's a miracle. Tous les défunts que nous avons retrouvés étaient momifiés, comme le veut la tradition funéraire andine. Well, it doesn't look like it makes a great deal. Ça ne ressemble pas à grand-chose a priori. Mais croyez-moi, c'est en fait très clair. Is the knee. Cet os qu'on voit juste là, c'est le genou, au bout du fémur. Derrière, on a un numérus. Le corps est en position fléchie, ce qui signifie que le bras est plié de cette manière. Les genoux sont joints comme ça. Donc il est comme ça, ou bien comme ça. Pour le moment, je parie plutôt sur cette position. Puisque le corps était comme ça, la tête s'est affaissée. C'est pour ça qu'on voit cette forme assez bizarre. Compte tenu de la taille des os, et en particulier ceux du poignet, comme celui que je viens de retrouver, et qui est tout petit, je l'ai retrouvé juste là, à droite de la momie, eh bien, j'en ai déduit que c'était certainement une femme, ou alors un homme très petit. On le saura très vite. Une fois dégagés, ce sont en effet des squelettes entiers, et souvent parfaitement intacts, que nous mettons au jour. Lawrence Owens peut dès lors en déterminer le sexe. Mais il peut aussi récolter beaucoup d'autres informations qui s'avèrent essentielles pour mon enquête. Lawrence est l'un des meilleurs anthropologues européens spécialistes des Andes. Tous les soirs, lorsque nous rentrons à Lurine, où se trouve notre maison de fouilles, à quelques kilomètres du site, il étudie ces squelettes de momies. Let's go. Let's go. Ce sont ces travaux qui m'ont permis de comprendre pourquoi les pèlerins venaient à Pachacamac. Les ossements sont comme des livres. On lit dans les os comme dans un livre ouvert. La plupart des gens avaient une vie très difficile. C'est pourquoi ces vertèbres sont assez endommagées, ce qui signifie que ces personnes avaient un travail très dur. C'est le genre de maladie qu'on s'attend à retrouver dans ce type de contexte. Mais on a retrouvé beaucoup d'autres maladies. Là, on a des fémurs. Celui que je tiens dans ma main gauche est d'apparence à peu près normal. Il correspond à un homme d'environ 1,50 m, ce qui n'est pas particulièrement petit pour un Péruvien. Mais l'os que je tiens dans ma main droite est, comme vous pouvez le voir, très fin et avec une forme bizarre. Voyez cette étrange déformation. Je ne suis pas tout à fait certain de la cause, cela pourrait être une infection massive, suivie d'une dislocation due à une maladie infectieuse, ce qui devait complètement coincer le col du fémur. Celui-là a la maladie du tréponème, qu'on connaît plus sous le nom de syphilis. On a aussi des cas de tuberculose, des cancers, des myélomes multiples, des tumeurs osseuses, probablement aussi des carcinomes, des maladies vraiment très très rares. Et le fait de les retrouver tout au même endroit est très surprenant. Lawrence a retrouvé aussi des traces de maladies incurables chez des enfants, comme ce bébé, décédé à l'âge de 2 mois. Cet individu a les pires fractures que j'ai jamais vues sur un bébé. Là, vous avez les os des 2 avant-bras. Là, il y a le radius, et là, vous avez l'autre. Comme vous pouvez le voir, l'os est tout entier englouti par ce qui ressemble à une espèce de gaine. Et on a aussi un séquestre osseux, ce qui signifie, pour faire simple, que ce bébé était entièrement couvert d'infections. Il est mort au bout de quelques semaines dans d'atroces souffrances. Il est très probable que cet enfant ait été amené ici par ses parents au comble du désespoir pour tenter de trouver un moyen de le sauver. On a donc toutes les raisons de penser qu'on venait ici pour voir un Dieu guérisseur. L'espoir d'être miraculeusement guéri.
Voilà ce qui poussait les pèlerins à venir jusqu'à Pachacamac. Ah, esto es rígido, ¿no? Koussi Colonna-Preti, la conservatrice de notre équipe, a contribué à une autre découverte. Elle a conservé une série d'objets que nous avons retrouvés en fouille. Il s'agit d'offrandes faites par les pèlerins au dieu Pachacamac. J'ai alors compris que ces pèlerins venaient de très loin, bien plus loin que je ne l'imaginais. Ceci a été trouvé cette année. On pense que ça fait partie d'une coiffe, d'un élément triangulaire d'une coiffe qu'il devait y avoir des deux côtés. En tout cas, ce n'est pas une couronne, un élément qu'on met sur la tête puisqu'il est plat. Les plumes ne proviennent pas d'oiseaux de la côte centrale parce que ces oiseaux ont des plumes beaucoup moins vives. Ces plumes viennent d'Amazonie, certainement de l'Amazonie péruvienne, mais elles pourraient aussi provenir du Brésil et de l'Uruguay. L'Amazonie est située à plus de 1000 km au nord-est de Pachacamac. Un voyage long et périlleux pour venir jusqu'ici. Nous avons retrouvé d'autres offrandes qui nous confirment que ces pèlerins n'étaient pas un cas isolé. Ceci est une autre pièce en plumes, justement. Ici, nous avons un damier avec des plumes jaunes et des plumes bleu turquoise, très très fines et petites. Ces plumes, avec ces vives couleurs, viennent très certainement d'Amazonie. Comme les plumes jaunes, ici, elles sont nettement plus petites et elles ne sont pas cousues. Elles sont juste fichées dans le tissu en coton qu'il y a derrière. Elle est vraiment exceptionnelle. Nous avons identifié la provenance d'autres offrandes mises au jour. Ce tissu, par exemple, vient de la région de Cusco, à plus de 1500 km au sud. Celui-ci de la région de Lambayeque, sur la côte nord du Pérou. Tout comme cet objet extrêmement précieux et fragile, un remarquable petit personnage en alliage de cuivre et d'argent. Tout cela m'a permis de comprendre que le pèlerinage de Pachacamac était comparable, sous certains aspects, à celui de Lourdes aujourd'hui. Dans l'espoir d'une guérison, les pèlerins affluaient des quatre coins des Andes. L'aura de ce dieu était immense et résonnait sur des milliers de kilomètres, attirant les foules jusqu'à cette cité sacrée. Une fois arrivés aux portes de la ville, le voyage des pèlerins était encore loin d'être terminé. Sur le site, des archéologues péruviens viennent de terminer de fouiller un vestige qui en atteste de façon spectaculaire. Il s'agit de cette immense rue qui traverse la cité de part en part. La rue Nord-Sud est l'un des vestiges les plus impressionnants de Pachacamac. Il a fallu de nombreuses campagnes de fouilles, à diverses équipes d'ailleurs, pour la dégager entièrement. En tout cas dans cette partie-ci qui mène jusqu'au cœur du site. Mais si on se retourne, on se rend compte qu'en réalité, elle était encore plus longue, puisqu'on aperçoit le portail d'entrée de la troisième enceinte qui donne sur ce qui apparaît aujourd'hui comme un immense désert, mais qui en réalité est également archéologique. Il y a des structures qui se trouvent là. Les pèlerins passant par ce portail pénétraient dans la troisième enceinte, jusqu'ici, l'entrée du site monumental, l'accès vers le temple de l'oracle. On estime que cette rue devait mesurer près de 800 mètres de long. Cette immense avenue existe déjà avant les Incas. Elle est constituée en réalité par les différents bâtiments qui se trouvent tout le long et qui étaient construits à diverses époques. À l'époque Inca, le centre prend une importance impériale. Et les Incas décident de formaliser complètement cette rue et en faire une sorte d'immense couloir où le transit est parfaitement contrôlé. On ne peut plus voir ce qui se passe de chaque côté et cette grande avenue mène jusqu'à l'enceinte sacrée. D'après les conquistadors, c'est seulement au bout d'une attente de 3 semaines
que les pèlerins étaient autorisés à emprunter cette rue. Un parcours obligé, entouré de hauts murs de pierre qui masquaient la vue, les conduisait à la place des pèlerins. Il y a quelques années, j'ai participé à la fouille de cette place gigantesque, grande comme 7 terrains de football. Donc on parcourt en ce moment une galerie qui était soutenue par des colonnes, aujourd'hui protégées par ces murs modernes, parce qu'elles risquaient de s'abîmer, elles sont en adobe comme tout le reste du site. D'après les conquistadors, les pèlerins, au bout de cette longue trajectoire, arrivaient enfin dans cette place et restaient 1 an à Pachacamac avant de pouvoir transmettre leurs demandes aux prêtres qui, eux, allaient consulter l'oracle dans le temple. Le temple peint a lui aussi été fouillé. Nous avons pu en proposer une restitution virtuelle. Il était couvert de représentations humaines, de poissons et d'oiseaux. Malheureusement, après leur découverte en 1938, ces peintures n'ont pas résisté aux assauts du temps. Ce temple abritait une idole de bois, aussi respectée que crainte, représentant le dieu Pachacamac. Cette idole, de plus de 2 mètres de haut, a été retrouvée à la même époque. Elle est aujourd'hui exposée au musée. Sous l'Empire Inca, personne n'était autorisé à la regarder dans les yeux. C'est ici que se trouvait la crypte de l'idole, celle qui contenait l'idole de Pachacamac, le dieu oraculaire. Mais les pèlerins n'avaient pas le droit de pénétrer eux-mêmes dans la crypte. C'est par l'intermédiaire de prêtres ayant auparavant absorbé des substances hallucinogènes et entrant tremblants, à reculons, dans la crypte, que les questions étaient posées à l'idole. Les prêtres ressortaient ensuite avec les réponses. Mon fils sera-t-il guéri? Pourquoi mon village a-t-il brûlé? Est-ce que je vais gagner la guerre? On voit par toute cette codification que le culte était particulièrement strict, particulièrement contrôlé, et il atteste de l'immense sacralité qui entourait l'idole de Pachacamac. Alors, comment expliquer que cette puissante cité sacrée, cette lourde préhispanique, ait été soudainement abandonnée au milieu du XVIe siècle? J'ai trouvé la réponse à cette question lors de ma dernière campagne de fouilles. Esto ya no es paja, ¿no? Eso es algo de tierra. Avec l'aide de mon ami Milton Luján, le co-directeur du programme, nous fouillons depuis 2 ans cet édifice, probablement un temple secondaire qui accueillait les pèlerins. On s'est rendu compte qu'il y avait des peintures sur les murs de cet édifice quadrangulaire. On s'est dit que ça devait être un lieu très spécial, parce qu'il avait des caractéristiques très particulières. Avec Peter, on s'est dit, commençons à fouiller, et on risque d'avoir pas mal de surprises. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'on a commencé à fouiller dans la pièce numéro 3 notamment, on a vu des choses qui nous ont tout de suite intrigués. Nous avons en effet mis au jour un sol jonché d'offrandes. Elles étaient toutes, et c'est très étonnant, comme méthodiquement brisées. Des céramiques, ou encore des spondyles, ces coquillages précieux des eaux chaudes de l'Équateur. En tout, plus d'une centaine d'objets datés de la toute fin de la période Inca. En 20 ans de fouilles à Pachacamac, je n'en avais jamais retrouvé autant au même endroit. L'étude stratigraphique nous a révélé que ces offrandes avaient été brisées au cours d'un seul et même événement. Que s'était-il donc passé ici ? Nous avons transféré tous ces objets à la maison de fouille.
pour les faire parler. Une fois arrivés au labo, les conservateurs se sont mis au travail. Et on s'est rapidement rendu compte que les différents fragments pouvaient être assemblés et reformer des objets complets. Plus intéressant encore, ces différents fragments n'ont pas été trouvés dans une même zone. Au contraire, ils se trouvaient dans des pièces et des couloirs différents de l'édifice. Par conséquent, ils avaient été volontairement brisés et dispersés. On peut le voir sur cette superbe maquette architecturale. On peut le voir également sur ce petit poncho dont les plumes ont été arrachées. De très nombreuses plumes isolées ont été retrouvées dans le bâtiment. On peut le voir aussi sur cette coupe en bois et en coquillage, magnifique, sertie de disques en nacre, dont de très nombreux exemples ont été retrouvés par ailleurs dans le bâtiment. Donc on a affaire à une sorte d'énorme cérémonie d'abandon au cours de laquelle, de façon volontaire, on va briser tous les objets qui se trouvaient dans l'édifice, on va les déchirer et on va éparpiller leurs différents fragments à travers l'édifice avant de le faire s'écrouler. Jusqu'à présent, personne n'avait retrouvé les traces d'une cérémonie d'abandon d'une telle ampleur dans le monde andin. Pour en comprendre les raisons, il faut revenir aux heures les plus sombres de l'histoire inca. Au début du XVIe siècle, les conquistadors espagnols débarquent au Pérou. Ces chefs de guerre évangélisent par la force les populations locales. Ils saccagent leurs temples, leurs sanctuaires, jugés hérétiques. À ce titre, le site sacré de Pachacamac constitue l'une de leurs premières cibles. Les Espagnols arrivent à Pachacamac à la fin du mois de janvier 1533. Leur objectif, trouver de l'or. Ils se dirigent directement vers la crypte de l'idole, ils pillent tous les trésors qui s'y trouvent, ils sortent l'idole devant la multitude des Incas et des peuples qui étaient là, les pèlerins, dans la place, et la brisent. Alors, il faut se rendre compte du cataclysme incroyable que cela peut constituer. Une idole que personne ne pouvait voir, un dieu qui pouvait faire trembler la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Le dieu a sans doute perdu son pouvoir. Et donc là, en l'occurrence, ils ont dû se rendre compte que les choses étaient finies pour eux. Une page de l'histoire se tournait et ils ont volontairement détruit et occulté les restes de leur bâtiment à fonction rituelle. Le dieu Pachacamac ne protège plus les Incas. Cette cérémonie d'abandon est, selon moi, un cri de désespoir. Leur monde s'effondre. Et plutôt que de laisser les conquistadors anéantir leur culte, les prêtres incas choisissent d'y mettre fin eux-mêmes. C'est en tout cas ce que l'on peut en déduire aujourd'hui, après 20 ans d'enquête à Pachacamac. On a d'ici l'une des plus belles vues du site de Pachacamac, ou des ruines qui en restent en tout cas. Parce qu'effectivement, une fois les Espagnols arrivés, le site sera complètement abandonné, très rapidement, on a peu de traces d'occupation coloniale, et tout retournera au sable, au désert, à la ruine. Les pèlerins qui affluaient par milliers ne viendront plus. Il en reste cependant, comme moi, qui font 10 000 km aller-retour chaque année pour trouver des réponses à leurs questions. Et en ce sens-là, peut-être, j'ai quelque chose aussi à partager avec eux.